Alors, ceci étant dit, la question des communs. La question des communs, à mon avis, est centrale pour plusieurs raisons. Donc, je vais faire un petit retour en arrière et peut-être ça me permettra de répondre à plusieurs questions en même temps, puisqu'un autre député me demande au fond quelle est la philosophie qui vous anime. Alors, je répondrai ceci. Je crois que la modernité occidentale, d'une certaine manière, à partir du XVIe, s'est convaincue elle-même qu'elle pouvait mettre en œuvre une certaine forme d'anthropologie dont une manière simple de rendre compte, c'est l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Vous avez tous en tête ce très beau dessin magnifique d'un homme qui a les bras écartés, qui est dans un cercle géométrique et avec un triangle. Il ne nous aura pas échappé que c'est un homme mâle. Il n'y a pas de femme dans cette affaire. Dans cette représentation de l'humanité, les femmes sont absentes. C'est un homme blanc. C'est un homme adulte. Les enfants, les vieillards, les malades ne sont pas là. Et c'est un homme qui n'a aucun lien avec la nature. Il est absolument isolé, il est dans une espèce de solitude métaphysique totale, armé de la science et de la géométrie. Donc ça, c'est un programme en fait anthropologique qui, à mon avis, anime consciemment ou non la modernité occidentale depuis au moins 4 siècles. Et c'est avec ce programme qu'il faut rompre. Parce que la réalité de l'humanité, c'est pas ça du tout. L'anthropologie que nous vivons concrètement tous les jours, et je pense qu'on en a tous fait l'expérience pendant le confinement, c'est une anthropologie relationnelle. Ce qui nous fait vivre, ce sont nos relations entre nous et nos relations avec le monde, notamment avec la nature. Voilà. En plus, avec une nature qui n'a évidemment rien à voir avec cette espèce d'objet inerte, sourd et muet, que nous avons nous-mêmes construit artificiellement dans, disons, on pourrait dire l'ontologie naturaliste au sens du Descola, qui voudrait que l'humanité soit dans une espèce d'exception singulière et unique, tandis que tout le reste du vivant serait condamné à être un objet pour la domination humaine. Donc c'est avec ça qu'il faut rompre. Et je crois aussi bien l'encyclique Laudato Si qu'un certain nombre d'auteurs qui ne sont pas forcément chrétiens, les chrétiens n'ont pas du tout le monopole de ce point de vue-là, essayent de donner à entendre une anthropologie relationnelle qui est celle en fait que nous vivons tous les jours lorsque nous sommes un tout petit peu honnêtes avec nous-mêmes. Donc dans le cadre de cette anthropologie-là, à mon avis, la question des communs intervient. Elle a, comme le disait le député qui m'a posé la question, elle a des racines très anciennes et en vérité, non seulement ça remonte au Moyen-Âge, mais même au droit romain. Dans le droit romain, et en particulier le Codex de Justinien du 5e, 6e siècle, vous avez une pyramide, une hiérarchie des biens en fonction du type de propriété, de relation de propriété que nous avons avec ces biens. Et au sommet de la pyramide, vous avez la res communis, c'est-à-dire la chose commune, qui appartient à tous. Et tout en bas de la pyramide, c'est-à-dire la chose la plus vile et la moins intéressante qu'on puisse imaginer, c'est la res privata, la chose privée. La res privata, comment est-ce qu'elle est définie? Alors, elle va être redéfinie, en fait, au XIe, XIIe siècle, en réalité par des théologiens, mais ça ne vous surprendra pas d'apprendre que le droit occidental est entièrement construit sur le droit canonique, le droit canon, et donc, en fait, c'est de la théologie. Mais si vous interrogez un juriste, il vous dira, mais oui, bien sûr, le droit, c'est de la théologie, en vérité. Les théologiens, donc, du XIe, XIIe siècle, ont réécrit le droit de propriété et l'ont conçu avec 3 piliers. Usus, fructus, abusus. Usus, le droit d'usage, fructus, le droit de tirer un profit, un fruit, de ce dont je suis propriétaire, et abusus, le droit de détruire ses semblables. La modernité occidentale, à mon avis, avec par exemple la Déclaration des droits de l'homme, qui fait la propriété privée un droit sacré et inviolable, s'est construite sur 3 grandes idées. La première, c'est nous avons coupé la tête du roi, donc le lieu du pouvoir fondamental est vide, et ça ouvre à la démocratie. Il n'y a plus de monarchie de droit divin. Nous ne savons pas quel est le bien commun qui nous réunit tous, mais nous allons le découvrir à travers la délibération démocratique. Si vous voulez, pour ceux qui s'intéressent à ces Claude Lefort, du côté de la philosophie politique. Et chez nous, dans notre tradition française, c'est le 21 janvier, on coupe la tête du roi. C'est fini. Deuxième grand pilier, le droit, comme instrument de protection du citoyen contre la tyrannie de l'État. Troisième grand pilier, du côté disons, des Lumières françaises au XVIIIe, c'est la propriété privée. Et la propriété privée avec ces trois aspects que j'ai rappelés, usus, fructus, abusus. De mon point de vue, la période post-libérale dans laquelle nous sommes entrés depuis une 40aine d'années a complètement dévoyé ce programme politique-là. Et la vraie réponse, donc je vais expliquer en quoi elle a dévoyé, mais la vraie réponse, c'est d'honorer bien évidemment que le lieu du pouvoir fondamental est vide et que nous avons à le construire ensemble dans la délibération démocratique, alors que nous sommes réentrés, de mon point de vue, dans une espèce de religion et de paganisme magique. Nous avons installé sur le lieu du pouvoir le marché financier.
Si vous réfléchissez 3 minutes à la manière dont nous-mêmes nous représentons les marchés financiers, en fait, nous leur donnons les attributs de Dieu. Ils sont supposés être tout-puissants, omniscients, bienveillants, etc. Et par exemple, lorsque je discute sur la question d'annulation des dettes publiques au bilan de la BCE, la seule véritable réponse et objection qui m'est opposée par un certain nombre d'économistes, dont je me tairai les noms par pudeur, c'est « Michael, tu vas provoquer la colère des marchés ». Mais nous ne sommes plus à l'époque romaine où des oracles nous disaient « Attention, si vous faites ceci, si vous engagez telle bataille, cher empereur, vous allez provoquer la colère des dieux ». Donc, comment se fait-il que des décisions politiques publiques fondamentales qui engagent, on pourrait dire quand même, quelque chose comme la sécurité nationale, puisque vous avez bien vu avec les cartes que je vous ai montrées que le dérèglement climatique touche la sécurité nationale, comment se fait-il que nous laissions dépendre ça de quelque chose d'aussi irrationnel que la colère des marchés? Bon. Et donc, le post-libéralisme contemporain, en fait, est revenu à une espèce d'ancien régime païen où nous avons installé les marchés financiers à la place de Dieu. Le droit lui-même est détourné, et l'État est détourné au service en fait d'intérêts privés, et en particulier du secteur bancaire privé, de mon point de vue. Et puis, troisièmement, nous avons en vérité démantelé le droit de propriété privée, en l'absolutisant d'un côté, et surtout en retirant l'usus et en ne gardant que le fructus et l'abusus. Ça, c'est des fonds communs de placement qui agissent sur l'actionnariat d'une entreprise pour exiger de l'entreprise la maximisation du rendement sur l'action, indépendamment complètement de la responsabilité sociale, politique, écologique de l'entreprise. Le véritable propriétaire se soucie du bien dont il est propriétaire et essaye en fait quand même de le conserver d'une manière ou d'une autre. Si j'ai une tronçonneuse, je vais quand même faire en sorte de ne pas casser ma tronçonneuse au premier été. Les fonds communs de placement ne doivent rien à l'entreprise dont ils achètent les actions, et exigent simplement, indépendamment de tout ce qui fait en fait la réalité humaine, sociale, politique, économique de l'entreprise, la maximisation du rendement. Et donc, en fait, les fonds communs de placement n'utilisent que la busus, puisqu'ils peuvent revendre les actions et détruire l'entreprise, et le fructus, ça c'est le rendement. Donc, ils ont eux-mêmes démantelé, en vérité, le droit de propriété. Alors, de mon point de vue, si on prend un point de vue un peu, on pourrait dire philosophique, le renouvellement du programme politique de la modernité, c'est de substituer au troisième pilier, qui, je le rappelle, c'est la propriété privée, en réalité les communs. Et donc les communs, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui a vocation à absorber la totalité de la sphère sociale, mais c'est un autre rapport aux autres, à la propriété et au monde. Les communs, donc classiquement pour les économistes néoclassiques, sont définis de la manière suivante. Les économistes ont pris l'habitude dans les années 50, surtout après un grand économiste comme Paul-André Samuelson, de partager le monde social en deux grandes catégories de biens, les biens privés et les biens publics. Et évidemment, c'est une dichotomie qui vient du droit en vérité, puisque la quasi-totalité des grandes catégories des économistes proviennent du droit. Les biens privés sont des biens qui sont réputés par les économistes néoclassiques être des biens tels que la consommation de ces biens est rivale. Donc, par exemple, si je bois de cette tasse, ici, là, le député Dominique Potier ne peut pas boire de cette tasse. C'est lui ou moi. Donc, la consommation est rivale. Et puis, par ailleurs, si je veux mettre du café dans cette tasse, il se peut que je doive m'acquitter d'un prix ou d'une taxe. Et donc, l'accès peut être régulé par un prix. Donc, la consommation est rivale, l'accès est régulé. Par opposition, un bien public, c'est un bien comme le soleil, l'ensoleillement, dont la consommation n'est pas rivale et dont l'accès ne peut pas être régulé. Alors, si je vais bronzer au soleil, ça n'empêchera pas Dominique Potier d'aller bronzer au soleil. Donc, la consommation n'est pas rivale. Et on ne peut pas mettre un policier tous les 10 mètres sur la surface de la planète pour me faire payer une taxe si je vais bronzer au soleil. Donc, l'accès ne peut pas être facilement régulé. Donc, pour les économistes néoclassiques, ça caractérise un bien public. La grande contribution d'Elinor Ostrom, qui n'était pas une économiste, et à mon avis, c'est pas du tout un hasard, qui était quelqu'un qui travaillait en sciences politiques à Chicago. Sa grande contribution, ça a été de dire cette vision en noir et blanc avec du privé et du public est très très fruste. En vérité, dans les sociétés telles qu'elles existent, il y a plein de catégories de biens qui ne sont ni privés ni publics. Elle introduit en particulier deux autres catégories de biens, les biens communs et les biens, disons, à effet club. Un bien commun, c'est un bien dont dont la consommation est rivale, mais dont l'accès ne peut pas être régulé. Donc la consommation est rivale comme pour les biens privés, comme pour la tasse, mais contrairement à cette tasse-là, ou au café que je peux mettre dedans, l'accès ne peut pas être régulé facilement, comme pour le soleil. Alors un exemple, un étang dont vit une tribu, par exemple des tribus guinéennes du côté de Nzélé-Kolé, que j'ai visité en tant que chef économiste de l'AFD il y a quelques années,
puisque c'était le foyer d'Ebola en 2015, 2014, 2015, 2016. Cette tribu vit de la pisciculture parce que vivant dans la forêt, elle ne peut pas faire de bétail, et vivant trop loin de la côte, elle ne peut pas aller pêcher. Et donc, il y a un déficit d'apport en protéines majeur dans le régime alimentaire de ces populations, qui du coup sont contraintes de faire de la pisciculture. L'étang, si je vais braconner la nuit, je brise les chaînes trophiques de reproduction des poissons, et donc j'empêche tout le monde de manger du poisson, parce qu'il n'y a plus de poisson. Donc la consommation est rivale. En revanche, c'est quand même très difficile d'aller mettre un garde forestier derrière chaque arbre, sur le bord de l'étang, pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Et donc l'accès est très difficile à réguler. Donc ça s'appelle un commun. Et pour prendre soin d'un commun, et c'est tout le travail de Nina Ostrom, il vous faut des règles particulières qui exigent une certaine sagesse institutionnelle. Alors là-dedans, j'en souligne une, ça va vous intéresser à mon avis, qui est dans la typologie des 8 grandes règles qui ont été mises en lumière par Nina Ostrom, qui a eu le prix Nobel en 2009. À l'époque, la première femme à avoir le prix Nobel en économie. Dans la typologie des 8 grandes règles qu'elle a mises en lumière, il y en a une qui est: nous savons qu'il y aura toujours un conflit d'interprétation sur les règles, donc il nous faut une méta-règle qui nous dise à l'avance comment nous allons régler nos conflits d'interprétation. Et ça relève d'une très très grande sagesse institutionnelle. Donc pour vous donner un exemple, cette tribu guinéenne que je suis allé visiter, je leur ai dit, mais bon, alors vous sortez le poisson de l'étang, c'est compliqué parce que c'est une population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc lorsque vous sortez le poisson, il faut le consommer dans la journée, il faut aller le vendre. Donc si vous le vendez à mauvais prix, vous avez perdu beaucoup. Et donc il se peut qu'il y ait un conflit, un débat sur c'est le moment ou non de sortir telle quantité de poisson. Donc comment fait-on ? Et ils m'ont répondu, eh bien en fait, c'est une bonne question. Nous allons voir le vieux du village à côté, à 20 km, et nous lui demandons de trancher le conflit pour nous. Alors, pour certains d'entre nous, ce type de règle fait sourire, mais si vous réfléchissez une demi-seconde à ce qui se passe dans la zone euro, et vous constatez par exemple qu'il y a un conflit d'interprétation sur la manière dont on doit rembourser les dettes publiques dans la zone euro, par exemple entre la Grèce et l'Allemagne. Est-ce que nous avons pensé une seconde à une méta-règle qui permet de régler un conflit d'interprétation de ce type ? Jamais. On ne sait même pas d'ailleurs comment on sort de la zone euro. Et donc, en fait, ça s'est réglé par un rapport de force. Parce qu'il y a exactement ce qu'on essaie d'éviter pour promouvoir le commun. Donc, en réalité, nous avons détruit une partie du commun européen avec la très grande naïveté institutionnelle de la construction de la zone euro. Et de ce point de vue-là, je crois que nous sommes beaucoup moins sages qu'une tribu de paysans guinéens qui sait très bien qu'on ne peut pas faire des règles sans entrer un jour ou l'autre dans un conflit herméneutique sur ces règles. Donc voilà, je crois que c'est ça la grande richesse des communs. Alors, les communs existent en Europe depuis toujours, enfin depuis au moins 2000 ans. Ils sont revenus sur le devant de la scène en Italie en 2011 à la faveur d'une grande bataille sur l'eau à Naples, dont vous avez sûrement entendu parler. Vous savez que la Commission européenne poussait pour que Naples privatise l'eau, et les Napolitains sont sortis dans la rue pour dire non, nous voulons remunicipaliser l'eau parce que l'eau est un bien commun. Et un grand juriste italien qui est malheureusement décédé aujourd'hui, qui s'appelle Stefano Rodotà, a proposé que l'eau soit inscrite dans la Constitution italienne comme bien commun. Et je note avec énormément de satisfaction que la Convention citoyenne pour le changement climatique a proposé d'inscrire l'environnement comme patrimoine commun dans la Constitution française. Et j'y suis très favorable, parce que dans patrimoine commun, il y a commun. Alors après, on peut réfléchir un tout petit peu sur pourquoi patrimoine. Donc je prends une minute là-dessus. Je rebranche juste un instant mon ordinateur. En fait, là, si vous réfléchissez une minute, vous voyez qu'il faut sortir du naturalisme dans lequel beaucoup de mes collègues exécutent, parce que en réalité, aucun bien n'est intrinsèquement commun privé ou public. Vous pouvez penser à l'éducation en France. L'éducation en France a été un bien privé pendant très longtemps. Puis elle est devenue un bien, alors j'ai pas eu le temps d'écrire ça, mais un bien tribal qui appartenait à l'aristocratie, une l'aristocratie qui avait accès à l'éducation. Et c'est en fait, en réalité, au XVIIIe siècle, avec en réalité la construction de l'État moderne français, la République, que l'État dit, eh bien, l'éducation de nos jeunes têtes blondes, c'est ma prérogative à moi. Et les fameuses bagarres entre le curé et l'instituteur en France au tournant du 19e et du 20e siècle, c'est une bagarre sur la question de savoir si l'éducation doit être un bien public, géré par l'État, ou un bien, on pourrait dire, tribal, géré par l'Église. Alors, donc officiellement pour nous aujourd'hui, l'éducation est un bien public, mais vous savez bien aussi que, à force de réduire les crédits publics et de martyriser nos enseignants, en réalité, nous sommes en fait des enseignants publics, nous sommes en train de reprivatiser lentement mais sûrement l'éducation en France. Alors, les jésuites ne s'en plaignent pas, puisqu'ils animent un certain nombre de collèges privés jésuites, mais je crois que pour la République, ce serait intéressant qu'on ait une réflexion sur le statut que nous voulons donner à l'éducation.
L'éducation a-t-elle vocation à être un bien public, un bien commun, un bien privé? À mon avis, c'est une vraie question. Cet exemple montre que aucun bien n'est intrinsèquement quoi que ce soit. C'est une décision politique de faire, par exemple, de l'éducation, ou de faire de l'eau, ou de faire de l'environnement, un bien privé, un bien public, ou un commun. La privatisation de l'environnement nous détruit. La propriété privée, par exemple aux États-Unis, qui autorise le propriétaire d'un jardin, s'il découvre du pétrole dans le sous-sol de son jardin, à exploiter ce pétrole et donc à détruire l'environnement. Ça constitue une absolutisation de la propriété privée qui fait que l'externalité exercée par le droit d'usage de cette propriété privée n'est pas prise en compte comme une limitation de la propriété privée. Donc vous voyez bien que la privatisation de l'environnement conduit à la catastrophe. Donc il faut absolument relativiser la propriété privée et ouvrir le champ juridique pour pouvoir introduire des communs dans notre société, y compris en France. Alors concrètement, est-ce que les communs existent encore aujourd'hui? La réponse est oui, bien évidemment. Lorsque vous avez un ascenseur dans une copropriété, en réalité, vous avez un rapport à l'ascenseur qui est un rapport à un commun, puisque vous avez le droit d'utiliser l'ascenseur, c'est l'usus, mais vous ne pouvez pas empêcher votre voisine de prendre l'ascenseur au motif que ce serait votre ascenseur. Vous n'avez pas le droit de le casser, de le détruire, l'usus, et vous n'avez pas non plus le droit d'exiger une taxe sur votre voisine parce qu'elle monterait dans votre ascenseur. Voilà. Donc vous voyez bien qu'en réalité, dans le triptyque usus, fructus, abusus, qui définit la propriété privée, vous n'avez conservé que l'usus, le droit d'usage. C'est ça la vérité des communs, c'est-à-dire que nous devons faire l'apprentissage du fait qu'il y a un certain nombre de ressources sur lesquelles nous ne devrions, en fait, à titre individuel, exercer qu'un droit d'usage et non plus un droit de fructus ou d'abusus. Et qui plus est, l'industrialisation verte, dont je fais la promotion depuis un certain temps déjà en France, elle passe évidemment par la promotion des communs. Lorsque Michelin propose, par exemple, de réviser complètement notre rapport aux pneus, en disant, en vérité, je ne vais plus vous vendre un pneu dont vous serez le propriétaire intégral, au sens d'usus, fructus, abusus, mais dont vous serez l'usager pour un temps limité, après quoi vous allez me restituer le pneu, vous voyez bien qu'en fait, Michelin, qui est une société privée, instaure avec son client une relation qui est complètement différente, où le client devient l'usager d'un bien qui est un bien commun. Oui. Donc ça ne veut pas dire, quand je parle de bien commun, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument que ça n'a rien à voir évidemment avec la Corée du Nord, et ça n'a rien à voir avec l'absorption de la totalité de la sphère sociale dans les biens publics. Ça, c'est le fantasme totalitaire. Ça n'a rien non plus à voir avec, disons, un certain imaginaire hippie qui est on va tous faire des jardins partagés et faire des pique-niques tranquilles le soir. C'est pas ça du tout, les communs. C'est ce que je viens de décrire à propos de Michelin, c'est la multiplication, évidemment, par exemple, d'initiatives comme le Vélib. C'est aussi la multiplication des coopératives dans le monde agricole, il n'y en a pas assez, on devrait en avoir beaucoup plus. C'est l'autogestion, etc. Vous voyez, c'est toute cette imaginaire politique-là qu'en réalité, nous avons déjà fait nôtre, qui existe déjà dans notre tradition française, et qu'il s'agit de revitaliser et de remettre à jour. Sachant que, qui plus est, le monde numérique, le monde d'Internet est par excellence le monde des communs aujourd'hui. Wikipédia est un extraordinaire commun, dont vous savez qu'il possède moins d'erreurs scientifiques que l'Encyclopædia Britannica. Et donc, la mise en commun des intelligences collectives, en particulier d'un certain nombre d'internautes, et vous savez que c'est assez intéressant, je découvert ça récemment, 70% semble-t-il des internautes qui contribuent à Wikipédia connaissent, j'allais dire souffrent, mais connaissent le syndrome d'Asperger. Vous voyez que c'est très très utile pour la société d'avoir des amis qui connaissent Asperger, parce que ça les rend suffisamment généreux pour pouvoir travailler à Wikipédia avec un commun collectif universel. Voilà, toujours dit que Wikipédia, le logiciel libre, ce sont des communs extraordinaires, beaucoup plus efficaces que tout ce qu'on n'a jamais créé, qui était des biens privés. Voilà. Donc j'en ai fini avec mon petit plaidoyer, mais je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental pour la résolution de la crise écologique.